sera sa toute première prise de parole depuis le début du conflit il y a 3 semaines. Le chef du Hezbollah, parti chiite libanais, s'exprimera vendredi. Petit teasing fourni justement par le parti. Voilà, l'ambiance est relativement donnée, je pense qu'on est tous d'accord. Et qu'est-ce qu'il est censé nous dire, ce Hezbollah, vendredi? Alors, vous allez me dire, je ne suis pas Madame Irma, je le sais. En revanche, qu'est-ce qu'on en attend? Est-ce qu'on a... Oui, Valérie. Il y a juste une chose. Pour moi, il est clair qu'il ne va pas annoncer une entrée en guerre, parce qu'on ne prévient pas plusieurs jours à l'avance qu'on va annoncer un jeu déclare la guerre. Ouais. On n'est pas dans un jeu d'enfant. Il le fera là et puis c'est tout, quoi. Je pense qu'il se sert de l'opinion publique internationale, très émue évidemment par ce qui se passe à Gaza. Pour certains autres, très émus de ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce ne sont pas forcément les mêmes émotions. Et donc, il va sans doute commencer à avancer ses plans et profiter de ce qu'il considère comme un moment de faiblesse d'Israël. Après, ce qu'il annoncera, je vais laisser mes camarades... François, votre avis sur la question? Non, mais la même prudence que Valérie, en sachant que les actes qui ont précédé cette prise de parole sont importants. C'est-à-dire le fait d'avoir reçu la semaine dernière, ou juste la semaine précédente, la fin de la semaine précédente, les dirigeants du Hamas, le dirigeant du djihad islamique, en présence du ministre iranien des Affaires étrangères, le tout à Beyrouth, et j'allais dire au vu et au su de tout le monde, avec photos à l'appui, était une façon de montrer que le Hezbollah n'est pas seul, ce n'est pas lui qui décide, c'est un ensemble, c'est une coordination, c'est un mouvement, et que ce mouvement... il ne prend pas ses ordres à Téhéran, mais qu'il agit de concert avec ses velléités de jouer dans le grand jeu des puissances régionales. Donc on a vu l'Iran se féliciter du fait que l'Arabie Saoudite s'était éloignée pour un moment de sa volonté de se réconcilier avec Israël. On a vu l'Iran se féliciter de voir le Hezbollah à la frontière montrer qu'il existait et qu'il était solidaire de la cause palestinienne en envoyant des roquettes sur le nord d'Israël. Tout ça est une mécanique qui se met en place, mais qui est liée. Autrement dit, je ne crois pas non plus que le Hezbollah va annoncer une stratégie qu'il initierait seul, sans prévenir quiconque, et j'allais dire dans une forme d'autonomie totale. Le Hezbollah, certes, agit pour ses propres intérêts, ses intérêts au Liban, ses intérêts à la fois dès l'armée d'un parti politique et de membres du gouvernement sortant, mais en tout cas du Parlement libanais, où il dispose de députés, moins que dans la précédente législature, mais tout de même. Et cette volonté de peser sur la vie politique libanaise est plus important que de vouloir aller chercher un conflit avec Israël qui pourrait l'entraîner jusque là où il ne peut plus aller, c'est-à-dire dans une forme de possibilité de défaite, comme ça a été le cas en 2006. Donc, c'est compliqué pour Hassan Nasrallah d'être à la fois suffisamment distant de la part vis-à-vis de l'Iran et suffisamment distant vis-à-vis d'Israël. Ça n'est pas possible de pouvoir faire ce grand écart-là. Donc il va être obligé de montrer en quoi il est solidaire de l'Iran et en quoi il agit comme un acteur libanais au nord d'Israël. Pourtant, si je me fais l'avocat du diable, colonel, il avait dit, le Hezbollah, il y a quelque temps, ça fait plus de 2 semaines maintenant, que si d'aventure l'armée israélienne rentrait dans la bande de Gaza, il allait s'impliquer plus durement dans le conflit. Et la preuve en est que ça n'est toujours pas fait, alors que clairement, Tsahal est bel et bien sur la bande de Gaza. Oui, comme vous le dites, c'était il y a 2 semaines. C'est-à-dire que, si vraiment il y avait eu, si vraiment il y avait eu un plan commun d'attaque d'Israël, le Hezbollah aurait pu attaquer tout de suite, en même temps que le 7 octobre, en même temps que le Hamas. Et d'ailleurs, ce qui aurait posé à Israël d'énormes difficultés en termes de sécurité. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, et jusqu'à présent, on note surtout une certaine prudence malgré tout du côté du Hezbollah. Le Hezbollah fait le service minimum d'une certaine façon, en déclaration, il y a quelques frappes sur Israël, mais ça ne va pas très loin. Je rappelle que
en 2006, alors qu'il y avait déjà une opération israélienne qui s'appelait Pluie d'été à l'époque, qui était sur la bande de Gaza et qui visait d'ailleurs prioritairement à libérer, à retrouver Gilad Shalit. Le Hezbollah avait lancé une opération raid à l'intérieur d'Israël le 12 juillet 2006, qui avait attaqué l'armée israélienne, qui avait fait des dégâts, qui avait capturé également deux soldats israéliens, ce qui avait déclenché d'ailleurs la guerre d'Israël contre le Hezbollah. Le Hezbollah, Israël s'était détourné d'objectif et en disant on va finalement faire la guerre au Hezbollah et on va détruire le Hezbollah. Qu'ils n'ont pas réussi à faire. Point de vue militaire, c'était un échec. Mais le Hezbollah a quand même subi des coups très importants et surtout le Liban a subi des coups très importants dans cette affaire. Et depuis cette époque, le Hezbollah et Israël sont évidemment totalement ennemis, mais il y a une forme de dissuasion qui s'est mise en place, mutuelle, et qui est finalement cette frontière libanaise est relativement calme depuis 2006. Il y a des affrontements en Syrie. Incontestablement, les Israéliens frappent régulièrement les Iraniens, enfin les alliés de l'Iran et le Hezbollah en Syrie, mais sur la frontière libanaise, c'était relativement calme. Donc là, la rationalité voudrait que, effectivement, le Hezbollah reste dans cette ligne, annonce un soutien de façade, mais s'en tienne à ce service minimum, d'une certaine façon, un peu de pression sur Israël, mais ça, c'est la rationalité, notre rationalité, on va le dire. Mais parfois, il y a des choses on pourrait dire aussi, le Hamas n'avait pas intérêt à lancer cette attaque du 7 octobre, qui, pour lui, est quasiment une opération suicidaire, stratégique. Parce que, voilà, et c'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, on n'avait pas beaucoup anticipé. Mais de cette façon, de la même façon, le Hezbollah, non, logiquement, il n'a pas intérêt, rationnellement, il n'a pas intérêt du tout à se lancer à son tour dans cette guerre, mais... Raja Boudaga. Oui. D'abord, le fruit de la rencontre au sommet du djihad islamique représenté par Ziad Nahala et Salah al-Harouri, l'adjoint de secrétaire général du bureau politique de Hamas, c'est de laisser la branche armée du Liban de Hamas a lancé 30 roquettes. Ça, c'est primo. Deuxièmement, en réponse de Moussa Abou Marzouk, le responsable de la politique extérieure au sein du parti politique de Hamas, a critiqué le silence du Hezbollah. Le Hezbollah a répondu « patience ». Patience. Le mot « patience », on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il va entrer dans la guerre ou pas? Pour entrer dans la guerre, n'oubliez pas, le croissant chiite de l'Iran, en passant par la Syrie, ce qui explique la présence intense de l'Iran en Syrie, vers le Liban, et ça, c'est le croissant riche chiite. Aujourd'hui, pour soutenir les sunnites à Gaza, qui sont le Hamas, c'est une guerre imposée par l'Iran qui ne fait pas plaire les sunnites en Arabie Saoudite. Donc la décision d'entrer dans la guerre directement comme ça va diviser le monde arabe et islamique. Mais en même temps, Hamas, elle ne prendra pas une position en dehors de l'autorisation de Hezbollah au Liban. Et le Liban, il est très habitué à la guerre urbaine, c'est-à-dire la guerre du russe qu'on appelle. Elle attend peut-être, moi je pense, elle attend une occupation complète de Gaza et l'installation de l'armée israélienne. Et après, peut-être il y aura un soutien logistique, peut-être plusieurs, parce qu'il y en a beaucoup de militants et des combattants de Hamas et du djihad islamique qui étaient entraînés en Liban, chez le Hezbollah, et en Iran et en Syrie. Donc, en revanche, pour arriver à ce stade-là, le Hamas, elle ne peut pas être perdue ou elle perd la guerre. Ça veut dire, pour eux, l'Iran, elle a perdu son allié, ou sa réalisation qui remonte à plusieurs années. Donc la situation est très critique. Oui, pardon. Juste un mot, je rebondirai sur ce que disait le colonel Goya. On parle de dissuasion. Le Hezbollah, c'est donc le bras armé, d'une certaine manière, de l'Iran, avec quand même une certaine mesure d'autonomie. De la même manière qu'Israël, c'est aussi un des postes avancés américains dans la région. Là encore, avec une certaine réserve d'autonomie, notamment Netanyahou, Biden, on l'a dit, ce ne sont pas les meilleurs amis du monde. Donc cette force de dissuasion, elle est aussi entre deux
puissances, l'une dotée, l'autre qui va peut-être l'être, de l'arme nucléaire. Et donc, on s'aperçoit à quel point cette force de dissuasion, comme vous avez employé, j'aime bien ce terme, met en danger tout l'équilibre, pas seulement de la région, mais l'équilibre mondial. François. Oui, pour prolonger ce que disait Raja tout à l'heure, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion sur les Palestiniens et sur les Libanais? C'est que ce sont, chacun à leur façon, deux peuples otages de puissance qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Le peuple palestinien ne peut pas maîtriser le fait qu'aujourd'hui, pratiquement tous les pays arabes l'ont abandonné. Faut dire la vérité. Depuis 1973, aucun pays arabe n'a osé s'en prendre à Israël. Oui, enfin depuis la guerre de Kippour, aucun pays arabe n'a osé s'attaquer à Israël et aucun pays arabe n'a fondamentalement changé de politique pour pouvoir aider les Palestiniens au quotidien, malgré certains versements financiers, ce qui est exact, mais sinon rien du tout. Et les seuls à avoir pris, j'allais dire, la relève de ce combat pour la cause palestinienne, c'est l'Iran et un peu la Turquie. Mais les Libanais, de leur côté, qui, je veux dire, depuis 1982, c'est-à-dire pratiquement depuis la même époque, à une dizaine d'années près, qui est intervenu pour prendre le relais des préoccupations de ce peuple qui se trouve pris en otage, lui aussi, par l'Iran, via le Hezbollah, qui aujourd'hui est devenu un État dans l'État, qui contrôle la moitié du pays, c'est-à-dire la zone sud, y compris la frontière, sans possibilité pour l'armée libanaise ou ce qu'il en reste d'intervenir. Autrement dit, faisant des Libanais, et je parle aussi des chiites libanais, des otages d'une organisation elle-même qui prend pour le coup effectivement une partie de ses ordres à Téhéran. Vous voyez à quel point ces deux peuples-là, qui n'ont pas grand-chose en commun, j'allais dire ils sont séparés par une frontière, ils sont séparés par une rivière, mais à part ça, ce sont deux peuples qui n'ont pas mérité ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et on ira d'ailleurs